Bienvenue dans l'univers d'Aimer vivre en France avec aujourd'hui une nouvelle promenade dans les régions, promenade étonnante et pourtant au milieu d'objets tout à fait familiers. Vous êtes-vous déjà demandé comment étaient fabriqués des ciseaux à broder, des épingles, des plombs de chasse ou des boutons? Bien parfois des petits villages ou des régions se sont fait la spécialité de ces objets. On va les découvrir avec des méthodes de fabrication, vous allez le voir, qui sont parfois très étonnantes. Des rouleaux de fil de métal tronçonnés dans un atelier, c'est bien ainsi que naissent les aiguilles à coudre françaises. Dans le bruit des machines, entre les doigts noircis par le cambouis, s'élabore l'outil délicat des couturières, des brodeuses. Faire une aiguille, c'est difficile, c'est long. C'est 2 mois où se succèdent une dizaine d'opérations. Il y a certainement une bonne vingtaine de métiers. Ces métiers vont de la pure transformation du fil à la trempe au polissage. Alors cette entreprise a été créée par un Benjamin Bohin, le premier de 5 générations qui m'ont précédé dans cette entreprise. Ça a commencé en 1833 et ces bâtiments, eux, ont été construits en 1866. Ils sont immenses, magnifiques, inscrits à l'inventaire des monuments historiques, mais ils ne sont plus adaptés. Peut-être un jour deviendront-ils un musée de l'aiguille. En attendant, à Saint-Sulpice dans l'Orne, sur les bords de la Rille, l'usine fonctionne depuis plus de 100 ans. 400 salariés ont travaillé ici, sous les ordres du fondateur Benjamin Bohin et de ses descendants. L'aventure familiale s'arrête par une faillite en 1997. Il restait alors 37 ouvriers. On était la seule usine française faisant des aiguilles. Il n'y a aucun centre d'apprentissage pour faire des aiguilles. Donc il fallait bien que des gens transmettent aux jeunes qui arrivaient derrière. C'était la transmission par le travail sur l'objet. Il y avait des générations. Il y avait par exemple la famille Trifot. Il y avait eu le père, la mère, les deux fils, la fille, le gendre. Il y avait des familles comme ça. Une machine pour faire les chats des aiguilles, une autre pour faire les pointes, une autre encore pour meuler les aspérités. Il y en aurait ici plus de 400. Je m'en occupe tous les jours, de 5h à midi. Depuis 1966, 34 ans. Est-ce que vous savez coudre? Très peu. On ne peut pas tout faire, fabriquer et coudre. C'est ici l'atelier de trempage. Dans une atmosphère digne du 19e siècle, dans les flammes et les vapeurs, les aiguilles et les épingles sont trempées dans un bain d'huile à 835 degrés. Elles y cuisent au moins une demi-heure, le temps de durcir leur acier. Autre opération d'un autre âge, le polissage dans ces tonneaux de châtaignier fabriqués et réparés dans la menuiserie de l'usine. Des épingles, de l'huile, de la sciure et quelques tours de valse. C'est simple, efficace et totalement à l'ancienne. Enfin, l'instant magique où Armenio dos Santos ordonne aux aiguilles de se ranger l'une à côté de l'autre. Il secoue simplement son plateau ondulé et elles obéissent. Regardez bien. Aucun autre ouvrier et aucune machine ne le font aussi vite que lui. Ne prends pas trop grande parce qu'autrement tu vas faire des nœuds. C'est des aiguillets de paresseuses. Une bonne aiguille, c'est celle qui glisse le mieux. Il faut qu'elle soit assez longue, pas trop, et le chat pas trop gros, et la pointe très très fine. Et surtout, elle ne doit pas rouiller. C'est pour cela que toutes les aiguilles sont nickelées, ici, dans la seule machine moderne de l'usine. Elles en sortent brillantes, glissantes. Reste à les classer par taille. C'est ce qu'effectue cette machine, une centenaire bien en forme. Le contrôle de qualité, lui, se fait à la main, précisément du bout des doigts. Je trie les aiguilles, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qu'il peut y avoir de déchets, de têtes cassées, de défauts de nickelage. Donc avec le doigt, je les roule, je les sens sous le doigt. C'est une question d'habitude. C'est un travail comme un autre. Hein. C'est une occupation. Ça me fait vivre depuis 30 ans. Voilà. Même les perles de verre qui chapeautent les épingles sont faites ici, une à une,
traditionnellement. Pour le bonheur des couturières professionnelles ou occasionnelles, pour les mains habiles ou maladroites. Avec la mode des travaux manuels, du patchwork ou de la broderie, les épingles et les aiguilles de Normandie ont encore un bel avenir. Le monde de l'enfance avec ses rires, parfois des bagarres et surtout des jouets transmis de génération en génération. Car si les modes changent, certains jeux traditionnels remontent à la nuit des temps. Déjà connus des Égyptiens, des Grecs et des Romains, les billes font toujours fureur. Chacun y joue à sa façon car il existe en fait à travers le monde près de 500 jeux de billes différents. C'est champion, lui. Il me gagne comme je veux. Moi aussi. À 5 ans, Hugo est déjà fasciné. Il est vrai que les billes n'ont plus de secret pour lui. Il n'est pas encore né lorsque ses parents découvrent une usine qui ne fonctionne plus depuis 1984. Charles Desbois va bientôt abandonner son métier d'agent commercial. Il redonne vie à cette fabrique qui date de la fin du 19e siècle et ressuscite l'habillantaire qui avait disparu de France. J'aime bien regarder les couleurs, moi. Orange et jaune. Il est beau, hein. Bah là, j'ai eu un coup de foudre. Il y a quand même un brin de folie dans tout ça. Mais ce qui est génial, c'est de... je pense que la vie, elle est trop courte et il faut tenter des expériences. Il faut surtout pas le regretter de l'avoir fait. Les anciens du village qui avaient travaillé il y a fort longtemps dans cette fabrique lui apprennent le métier. Bon élève, Charles Desbois sort maintenant 1 tonne de billes par mois. La recette, de minuscules noyaux d'argile. Il s'agit de les humidifier et d'ajouter régulièrement une poudre faite de ciment et de chaux. Pendant 8 heures, les billes augmentent de volume avant d'être séchées et polies. Quand on dit que c'est artisanal, c'est vraiment artisanal parce que la main de l'homme est primordiale dans tout ça. C'est capricieux ces petites billes, ça mange beaucoup, hein, ça boit beaucoup, mais il faut les cajoler. Mais par contre, c'est un vrai bonheur de les regarder une fois que c'est fini. Regarde, c'est beau. Les anciens viennent parfois inspecter le travail. Moi, je les trouve jolis. Hein. Ouais. Et assez régulière, parce que pour être régulière, c'est assez difficile. Oui. Moi, ça me bien réussi. Parfait. Quoi qu'on fasse, qu'on fabrique des billes ou des pains au chocolat, de toute façon, je pense pas qu'on puisse faire quelque chose tout seul, c'est pas possible. C'est un plaisir au quotidien de les faire, c'est vraiment fabuleux, c'est magique, tout simplement. De les voir grossir dans les machines, et puis après de pouvoir leur donner la vie en leur donnant leur teinte, leur couleur. Et puis je me suis toujours dit que de toute façon, un jour ou l'autre, je me lancerai et j'attendrai le projet vraiment qui me passionne pour vivre sa passion au quotidien, tout simplement. Ça, c'est l'objectif et je le souhaite à tout le monde. Jeu de billes, jeu de couleurs. Unis, mouchetés, nacrés ou fluo, de quoi attirer l'œil des enfants et aussi des adultes. Comme pour la pétanque, la Fédération française des jeux de billes réunit de nombreux clubs. Et surprise, aujourd'hui, certaines personnes utilisent les billes pour égayer et décorer leur intérieur. C'est un plaisir, c'est le fait d'avoir pu se blaireauter auparavant est un massage qui est très agréable le matin. C'est presque sensuel, oui. Un luxe, une volupté, Napoléon Ier, le pape Pie XI, l'émir du Qatar l'ont bien compris. Depuis plus de 200 ans, la brosse à barbe est fabriquée à partir de poils de blaireau. Un petit animal chassé pour sa viande de la Scandinavie à la Chine. Aujourd'hui, les 2 mousquetaires du blaireau, Éric et Joris, perpétuent la tradition. L'atelier de Saint-Brieuc produit 30 000 brosses à barbe par an en poils de blaireau. Il est d'abord résistant, il est hydrophobe, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau, ce qui va améliorer l'action d'hydratation de la peau avec le savon, et il est doux en plus, donc tous les avantages. Noir, gris ou blanc, à chaque blaireau, son poids et sa longueur.
Au nettoyage, les poils indélicats sont supprimés. Le bouquet est prêt à être monté. Zorka, depuis 25 ans, façonne les poils. Le poil est bien traité, il est propre, ils sont pas mauvais. Hein. 800 kilos de poils par an sont tapotés, poussés, ébouriffés pour obtenir en 20 minutes un bombage régulier. J'aime bien faire les blaireaux. Pourquoi? Il y a plusieurs opérations. Et puis quand on voit le résultat au bout, c'est beau. Les ciseaux n'interviennent jamais pour égaliser la fleur naturelle. Le blaireau, c'est aussi la rencontre avec des matières, des bois exotiques, de la corne, du métal précieux comme le palladium, l'argent ou l'or. Après l'emmanchage, l'ultime toilette. Faut pas avoir peur d'aller dans la profondeur du blaireau, c'est-à-dire que c'est pas effleuré du bout, il faut vraiment faire le mouvement de haut en bas et sur le côté. Il y a toujours des poils coupés qui restent à l'intérieur. Donc nous on vérifie qu'il n'y en ait plus. Selon sa rondeur, son volume, la qualité de ses poils, le blaireau peut se vendre entre 200 et 2000 francs. Sa souplesse, son ressort s'exporte dans le monde entier. À Boucoiran, depuis des siècles, se dresse une tour solitaire mystérieuse, une tour de guet, sarrasine, en calcaire du pays. C'est exactement ce que le père de Ricardo Colombi recherchait en 1947 pour exercer son activité. Ça, c'est le lieu idéal parce que sans cette tour de 38 mètres de haut, nous n'aurions jamais pu fabriquer du plomb de chasse. Pour fabriquer ces petits plombs de chasse, rien n'a changé depuis 50 ans. Tout commence au pied de la tour, quand on charge le plomb de batteries recyclées. Ensuite, c'est là-haut, à la cime de la tour, que tout se passe. À 38 mètres exactement. Ricardo y a travaillé longtemps, puis a transmis à d'autres employés ce que son père lui avait appris. Ces gestes, il les a fait des milliers de fois. Chaque lingot pèse 25 kilos. Le travail est archaïque. Il faut fondre 3 tonnes de plomb à 400 degrés à chaque coulée. Un travail d'alchimiste. C'est le travail à l'œil qui fait une bonne coulée. Il faut qu'il soit bien brillant, il faut qu'il ne colle pas à la louche surtout, parce que s'il colle à la louche, c'est qu'il est trop froid. Suivant le vent qu'il fait, ça me refroidit les poils. Alors si ça me refroidit les poils, je suis obligé de le chauffer un peu plus pour faire des billes bien sphériques. C'est grâce à ces poêles à frire que le plomb fondu se transforme en plomb de chasse de tout calibre. La recette, artisanale, éprouvée depuis longtemps, est étonnante. Et chaque jour, les plombs pleuvent par millions au bas de la tour. Ça fait 50 ans que nous arrivons à fabriquer du plomb avec des poêles à frire. Et quand on le dit, c'est bizarre, mais ce sont vraiment des vrais poêles à frire que nous perçons nous-mêmes. Tout l'art de fabriquer le plomb, c'est que ça sorte rond. Il faut que la bille se forme à la sortie de la poêle, cette fameuse poêle à frire. Mais il y a un secret de fabrication. En tombant, une goutte prend généralement la forme aérodynamique d'une poire. Alors comment le plomb devient-il rond? Le plomb devient rond, parce que ça c'est la poudre de perlimpinpin. Ça on ne peut pas le dire. C'est notre secret de fabrication qui, depuis 50 ans, reste dans la famille et restera toujours dans la famille. Et voilà pourquoi le père de Ricardo avait acheté la tour il y a 50 ans. 38 mètres, c'est la hauteur idéale pour que le plomb, en chutant, passe de 400 à 120 degrés et n'éclate pas en arrivant tout en bas dans l'eau. Selon Ricardo, aucune machine industrielle n'est capable de faire ce travail. Voilà le résultat de l'eau, l'air et le feu. C'est ainsi que chaque jour, plus de 30 tonnes de plomb de chasse de tout calibre sont fabriquées grâce à cette fameuse tour et à une recette qui tiendrait presque de la magie. Aujourd'hui comme hier, rien de mieux pour capturer les crevettes grises, les bouquets, les crabes, les petits poissons que le filet de l'épuisette en coton pour respecter la tradition. Tous les enfants en vacances, tous les pêcheurs à pied professionnels le savent bien. Mais ils savent moins que leurs engins sont encore fabriqués en France, précisément à Brie-sous-Mortagne, en Charente-Maritime. Une survivance, un héritage réussi grâce à l'obstination d'un seul homme. Je suis tombé à la naissance dans l'épuisette puisque mon père a créé cette entreprise en 1948 et j'ai repris ça depuis 15 ans.
Quand j'ouvre les portes, je vais directement voir les machines à tisser, qui sont des machines qui datent de 1932. Et je tiens à conserver ça, ces petites merveilles. C'est une passion, c'est vivant. On a l'impression de revivre et j'aime ça. Elles sont 9, belles, lentes et capricieuses. Elles réclament la présence constante, la surveillance d'une ouvrière, mais elles tricotent avec précision des mailles de 8 à 25 mm. Leur travail annuel, 45 km de filets. Chaque machine fabrique par jour ce qu'on appelle une nappe de 30 mètres de long. 17 kg de coton écru, venu de Madagascar ou d'Égypte. Chaque nappe est soigneusement vérifiée, les trous, les défauts sont réparés par une spécialiste, aussi habile qu'une brodeuse, cela s'appelle le ramandage. Le filet est prêt à devenir un article de pêche, au nom poétique et régional. Chaque filet a un nom différent dans chaque région. Il y a Avenay, Avenot, Bichette, Crèvetier, Embrasseau, Embalance, Balance, Ciseaux, Bouctou, Carlet, Tramaille, et j'en passe. Les pêcheurs tiennent vraiment à la tradition. Il n'est pas question de fabriquer quelque chose sans essayer de se rappeler de l'ancien temps. Découpé à la bonne dimension, cerclé de métal, chaque filet est ensuite monté à la main. Même le manche est fabriqué ici. C'est un travail à l'ancienne, artisanal, appris sur le tas, lent et soigneux. Je vends environ 400 000 épuisettes, tout en sachant qu'une année à marée représente environ pour moi 50 000 épuisettes de vente supplémentaires. Il faut quand même reconnaître que c'est une passion, ce métier-là, puisque je suis tous les jours en contact avec les pêcheurs, la mer, j'aime ça. Il aime aussi la Gironde, les balades tranquilles et les rencontres. Salut Tutu. Salut. Ça va? Ouais, fais pas trop de bruit, je suis au mule. Bah, j'essaye ton nouveau filet, ouais. Oui. C'est la maille de 40, ça? 40, ouais. Pas bien, ça pêche. Les 160 pêcheurs professionnels de l'estuaire sont aussi des clients depuis 10 ans. Ils veulent des filets droits, différents selon la saison et le poisson, différents aussi selon leur manie et leur secret, du sur-mesure en quelque sorte. C'est même eux qui ont appris la technique de fabrication des filets à Yves Roudier, alors ils se plient bien volontiers à leur désir. C'est un filet à sol d'une longueur de 400 mètres et une ouvrière met 2 jours pour confectionner ce filet. C'est un travail très très dur, à savoir que pour fabriquer un filet de 50 mètres, une personne fait 350 mètres et fait pour 50 mètres 7000 fois le même mouvement. C'est vraiment fatigant. En fait, il s'agit de monter, d'attacher 2 cordes tout au long des mailles de nylon. Celle du bas est lestée, celle du haut a des flotteurs. Tout est traditionnel dans cette entreprise. Le plus archaïque et le plus joli est peut-être la teinture. 1 heure dans un bain à 90 degrés et les filets prennent des couleurs. Les couleurs sont très variées. La Bretagne c'est du bleu, la Vendée c'est du blanc, la Côte Basque c'est du marron et la Charente-Maritime c'est du blanc aussi. À ces couleurs traditionnelles, Yves Roudier vient d'en ajouter d'autres, plus vives, pour se lancer dans la décoration, pour créer des objets qui donnent tout de suite un parfum de vacances, de mer et de grand air. L'épuisette s'appuie contre un mur, comme un souvenir, et le filet devient rideau, coussin, nappe ou encore sac de plage. Dans la maison ou dans un bateau, sur terre ou sur l'océan, les mailles des filets retiennent les rêves et les espoirs. Comme une toile d'araignée, fragile et transparente, ou comme un piège pour les derniers rayons du soleil. Nous sommes dans une usine d'un autre temps. En un siècle, rien n'a changé ou presque. Le savoir-faire des maîtres savonniers d'antan est ici jalousement gardé et perpétué depuis 3 générations. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, mon grand-père a eu cette idée de génie d'effectivement vouloir fabriquer et vendre du savon, comme beaucoup de salonnés le faisaient à l'époque, justement. Et malgré les vicissitudes de la guerre, des machines à laver, des enzymes gloutons, etc., donc il y a eu pas mal de hauts et de bas dans la savonnerie, mais on est toujours là et fiers de l'être 100 ans après. La recette est toujours la même.
Huile d'olive, huile de copra, huile de palme pour les matières premières. Il n'y a pas de suif, il n'y a pas de graisse animale, il n'y a pas d'autre chose que des huiles, et du sel, de l'eau et un petit peu de soude au départ pour commencer la saponification. Ensuite, on va cuire 10 jours. Et je mets sur ma langue. Il pique encore un peu parce qu'il n'est pas à la fin de la fabrication. Hein. Au-dessus des chaudrons trône encore une statue de la Vierge. Elle était là et elle est toujours là depuis 1900 d'ailleurs pour protéger les gens qui travaillent au chaudron. D'ailleurs, on la regarde tous les jours quand on passe et on voit qu'elle prend de plus en plus de poussière sur les épaules, mais elle a toujours les yeux ouverts. Non. Au terme des 10 jours de cuite, la pâte est versée encore chaude dans des bacs en ciment rectangulaires à même le sol. On étale dans un bac qu'on appelle une mise. On va en mettre une hauteur qui correspond à un grammage bien particulier, c'est-à-dire en fonction des cubes qu'on va vouloir y découper dans ces pains. Cette façon-là de procéder n'a pas changé, je pense, depuis 30 ans. Sauf qu'il y a eu l'introduction de l'électricité et du gaz naturel, mais les gestes sont les mêmes. Le cheminement du savon dans le chaudron, ensuite à la sortie du chaudron, ensuite qui sèche par terre, à l'air libre, etc. Nous sommes les seuls à avoir gardé ce procédé complet jusqu'à la fin. Les autres fabricants ont modernisé à la sortie du chaudron. L'authentique savon de Marseille est 100% naturel. Sa spécificité est de contenir 72% d'huile. Il est réputé pour tout nettoyer, des oreilles jusqu'au sol carrelé. Récemment, il s'est même offert une seconde jeunesse grâce à l'engouement pour les produits naturels et respectueux de l'environnement. Au début du siècle, c'était plutôt un savon commun, alors que maintenant c'est devenu un savon, je ne dirais pas haut de gamme, mais presque. Les gens se sont aperçus que finalement c'était un produit qui avait toutes les vertus et le retour aux produits naturels s'est ressenti dans la clientèle. Et nous avons enfin bénéficié de la patience qu'on a eue à continuer à fabriquer de cette façon-là. La réputation de la petite fabrique a largement dépassé le cadre de nos frontières. La moitié de la production s'exporte, principalement vers les États-Unis et le Japon. Autant dire que le fameux cube rustique n'a pas fini de se faire mousser. Le mien, il chante que comme ça. Une musique toute simple, toute pure. Au doux cliquetis des ciseaux à broder répond le martèlement sourd de la forge. C'est ici que naissent les ciseaux d'une simple barre d'acier chauffée à 1100 degrés, placée sous différents pilons qui lui donnent progressivement sa forme brute, l'estampe. Il y a plus de 2000 modèles différents pour les tailleurs, les chirurgiens, les coiffeurs et les mains fines des brodeuses. Sans ciseaux, on ne pourrait pas faire de broderie, puisqu'on ne pourrait pas à la fois arrêter les fils et les couper. Celui-ci est très fonctionnel, il est fait à ma main, donc il obéit à ce que je lui demande. C'est une part de moi-même, puisque nous y passons entre 6 et 8 heures par jour ensemble, donc c'est vraiment un ami. La forge Brist et son magasin existent depuis 1848 et c'est la 5e génération qui prépare les commandes pour les ciselliers chargés de la finition. Au fond d'un jardin, 2 artisans poursuivent la tradition familiale. C'est l'atelier de mon frère. Ça fait 4 générations. À 14 ans, j'ai été travailler avec lui. J'ai commencé et puis jusqu'à 17 ans, l'apprentissage. Un ciseau à broder, faut que ça soit super pointu. C'est dur à faire parce que faut que ça coupe de la taille à la pointe. Et puis, c'est des ciseaux faits à la main. Faut que ça dure longtemps, réparable et tout. Avec le poli, on le touche plus de 100 fois, le ciseau. Des meules, des marteaux, des limes, les outils sont simples, presque sommaires, mais les gestes sont précis et délicats, comme ceux d'un horloger. Je travaille avec mon frère, puis disons que celui qui a plus la main dans une passe que l'autre, il le fait. On essaye de s'entendre, c'est tout. Des fois, on s'engueule, comme tout le monde, mais ça va. Là, je suis en train de... On appelle ça les affilés. C'est-à-dire que je passe la pierre sur le biseau pour faire ressortir le fil. Il doit bien fonctionner, pas gratter du tout. Et je vais essayer s'il coupe. Voilà, impeccable. Hop, terminé. La fabrication des ciseaux à la main est une spécialité de Nogent en Haute-Marne, une tradition et une survivance. 2 ou 3 artisans aujourd'hui
contre 200 au XIXe siècle. Pour garder cette mémoire, un musée a été créé avec une exposition consacrée à cet outil essentiellement féminin. Les parties les plus décorées sont les branches et les anneaux. On trouve des motifs floraux au XVIIIe et XIXe siècle. Et puis, au milieu XIXe, on a une abondance de thèmes qui rappellent par exemple les fables de La Fontaine, la cigogne, le lièvre, le chat. C'est très attaché aux mains des femmes, aux travaux de couture, à la fabrication des trousseaux, un passé ou une enfance, des choses agréables. L'or, l'ivoire, la nacre métamorphosent parfois les petits ciseaux en bijoux précieux. Et ceux-là sont si fragiles qu'ils n'ont pas dû beaucoup servir, c'est-à-dire accompagner modestement les doigts d'une femme dans un travail familier entre dentelle et broderie. Pour faire un bon barbecue, il faut, paraît-il, du bon charbon de bois. Du bois de châtaignier si possible, parce qu'il s'allume vite et fournit une bonne braise. En fait, selon la grillade voulue, on peut également employer du hêtre, du charme, mais également du chêne. Pour combustible, cette entreprise utilise des résineux et tout autre sous-produit de menuiserie. Une trentaine de fours de 10 mètres cubes sont ainsi remplis chaque après-midi. Il faut ensuite les fermer le plus complètement possible, et cela avec les moyens du bord. Là, je mets la terre là pour le soir quand ils vont allumer, pour éviter d'avoir trop de flammes, trop de prise d'air. Alors on met des joints autour, et en bas on ouvre pour faire un bon tirage, pour que le bois il brûle partout. Vous remuez beaucoup de poussière, vous mettez jamais de masque? J'arrive pas à le supporter. Non. Ouais. Bon, on le met 1 heure, mais après on transpire dessus. Et puis c'est encore pire que ça. Une fois les 30 fours remplis, il faut les allumer un par un avec une mèche composée d'un bâton de bois et d'un chiffon imbibé d'essence. C'est le travail des cuiseurs, comme on les appelle, qui commence et qui va durer toute la nuit. Un travail qui exige un véritable savoir-faire et une longue expérience, car une partie du bois va brûler pour faire cuire l'autre partie. Un équilibre fragile qui peut très vite se modifier en fonction de la météo. Le vent, la pluie, le froid changent les conditions de la carbonisation. La surveillance doit être constante. La nuit, c'est une autre ambiance qui envahit le site de Belvès, comme si Lucifer avait pris possession des lieux. Un avant-goût de l'enfer que surveillent attentivement nos 2 gardiens cuiseurs. Ici, on entretient ou on active le foyer en réduisant ou en ouvrant les bouches d'air. Ouais, tous les deux, ouais, tout seul. Il faut aller vite, ouais. C'est le travail qu'il faut... des fois, dès qu'il appelle, il faut attaquer vite. Autrement, le bois risque de brûler. Ouais, voilà, ouais. Et comme dans toute bonne cuisine, il faut parfois soulever le couvercle pour voir ce qui se passe. Avec une longue perche, on mélange et on répartit le feu à l'intérieur du chaudron. Une opération délicate que l'on effectue à tour de rôle. C'est pourtant la fumée qui incommode le plus nos cuiseurs. C'est mauvais, ouais. Même après l'habitude, ça fait mal quand même. Au petit matin, l'équipe de jour termine la cuisson. Un dernier coup d'œil et le feu va progressivement être étouffé. En termes de métier, il lutte là. Ça c'est le lutage. Hein. Et il ferme suivant les parties qui sont cuites ou pas. Là il est en train de le fermer carrément. Hein. Parce que ce four apparemment est cuit. Sur une autre partie du site, d'autres fours, éteints depuis 24 heures, sont ouverts pour être vidés à la pelle. Avec ces méthodes de production, les sciences exactes n'existent pas. En fait, on parle d'une bonne cuisson quand on obtient un volume de charbon avec 2 volumes de bois. Parce que là, il ne s'effrite pas, il se casse bien. Il n'y a pas trop de poussière dedans. Là, il est bien cuit, là. Ça, c'est un travail très dur, non? Ouais, quand même. C'est plus désagréable l'été que l'hiver. Hein. Parce que l'été, on transpire. Alors, ça nous colle partout. Mais sinon,
On s'y fait quand même. Ce sont les pieds noirs qui, de retour d'Algérie, ont remis au goût du jour les grillades au charbon de bois. Avec une technique qui n'a pas évolué depuis 50 ans, cette entreprise de Dordogne en produit près de 9000 tonnes par an. Même si la fabrication reste ici très spectaculaire, les nouveaux propriétaires du site ne peuvent évoquer qu'un changement dans les méthodes de production. On peut moderniser au niveau de la carbonisation par des fours dits maintenant industriels. Mais ces fours enlèveront effectivement pas mal de main-d'œuvre. Un peu de vapeur pour le repasser, une perceuse pour son mât, une machine à coudre pour sa toile. Il faut tout cela et bien plus encore pour fabriquer un vrai parapluie. Solide, protecteur, résistant au vent et à l'eau. Un compagnon fidèle en somme pour les jours de pluie et l'orage. Un parapluie, ça peut vivre très longtemps à condition de s'en servir comme il faut et notamment de le laisser sécher ouvert. Dans la maison ? Dans la maison, et ça porte pas malheur. Ici, vous savez, on ouvre des milliers de parapluies par an et on est toujours là et bien vivant. En fait, ce sont 125 000 parapluies annuels qui font vivre ici une cinquantaine de salariés depuis très, très longtemps. Cette entreprise a été créée en 1884. À l'époque, mon arrière-grand-père était comptable et il est devenu associé des deux fondateurs au début du XXe siècle. Ensuite, mon grand-père a pris la relève, mon père, et je suis donc la 4e génération à la tête de cette entreprise. Et depuis 116 ans, obstinément, un même modèle est fabriqué ici, le parapluie de Berger. Une structure composée de 9 joncs de rotin, un mât de hêtre, une poignée de bois tourné et un montage traditionnel. Comme il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier, le savoir-faire des salariés est la richesse de l'entreprise. Je suis un des seuls à le faire dans l'usine. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai appris à faire les joncs et c'était un monsieur qui était avant moi, qui est parti à la retraite, qui m'a expliqué le fonctionnement du jonc. J'espère que je passerai la main à quelqu'un d'autre qui le fera pareil. C'est la tradition d'Aurillac. Aurillac s'intitule le berceau et la capitale européenne du parapluie. Dès le Moyen-Âge, les paysans du Cantal les fabriquaient en hiver et les colporteurs les vendaient jusqu'aux Pays-Bas. En 1930, 750 personnes fabriquaient plus d'1 million de parapluies chaque année. Aujourd'hui, 2 entreprises seulement et un musée témoignent de cette gloire passée, de ce temps où le parapluie et l'ombrelle étaient à la fois un accessoire de mode pour la ville et un objet utilitaire pour la campagne. Cet objet est l'un des plus anciens que nous possédons au sein de l'entreprise. Il s'agit d'un parapluie de Berger réalisé en véritable fanon de baleine. Aujourd'hui, nous créons en permanence, puisque nous avons 2 collections annuelles, et nous suivons les tendances de la mode. On a repris le savoir-faire de mes ancêtres pour le moderniser. Moderniser en renouvelant les couleurs et les matériaux, de l'aluminium, du non-tissé, des matières plastiques. Ce miroir a toujours été dans l'entreprise et il me permet de voir le parapluie entièrement réalisé. Donc je peux positionner les galons aussi à différentes hauteurs et j'imagine facilement le parapluie en regardant toutes les pointes. En fabriquant des parapluies des villes ou des champs, des modernes ou des traditionnels, les mains des couturières s'activent pour d'autres femmes, leurs clientes, à 80%. Histoire de coquetterie, sans aucun doute. J'adore mon métier, non seulement parce que c'est un héritage, mais parce que je suis un passionné et j'en suis très fier parce que peut-être sans ça, la fabrication du parapluie aurait disparu à Aurillac. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Ici, vous êtes au cœur du Vimeux. Ici, le village que vous voyez dans le fond, c'est Ambreville. Là, on faisait les coffres-forts. Mais dans chaque village du Vimeux, on avait une spécialité. Par exemple, Feuquières, c'était la sûreté. Fressenville, c'était le cadenas. Dargny, c'était la clé. Des milliers d'ouvriers ont pratiqué ce métier, assurant la prospérité du Vimeux. Dans chaque village, restent quelques ateliers fermés. Les serrures, les clés, les coffres, on les doit aux Espagnols venus guerroyer sur ces terres à la fin du XVIe siècle. Claude Kénéen en connaît l'histoire. Il anime le musée de Friville-Escarbotin.
fabriquer une serrure est un art. C'est un travail comme les anciens compagnons, c'est un travail minutieux, c'est un travail, disons, de finesse, c'est un travail, disons, où on emporte tout son soin, et où le serrurier, disons, d'antan, apportait tout son amour, car lui seul, disons, pouvait inventer, réaliser ce qu'il allait faire dans sa serrure. Germain Lecomte tailla ses premières clés à 14 ans. Il était coffretier parce que né à Ambreville, pays des coffres-forts. Son père, son grand-père Constant, lui ont tout appris. Père Constant, il a commencé ici. Il prenait les jeunes en sortant d'école, après le certificat d'études. Bon là, c'était une qualification, hein. Carrière ajusteur. Dans cet atelier, il a passé 64 ans à inventer des systèmes de fermeture, à tailler avec sa machine à diviser les clés à pompe. Des machines façonnées par le serrurier lui-même. Tout se faisait à la main, barillet, canon, clés, et avec précision. Le travail était sacré. Grand-père, quand il avait les jeunes, il ne rigolait pas. Mais il avait une longue corde. Puis celui qui ne travaillait pas, grand-père, au lieu d'aller déjeuner, il ficelait autour de l'étau. Il se passait de déjeuner. C'était la sanction. Il avait pris pour travailler, pas pour s'amuser. L'étau, Germain y revient de temps en temps. Il a trop aimé le métier pour oublier, trop imaginé de mécanismes compliqués, avec code secret. Là, vous fermez, donc vous brouillez la combinaison. Vous brouillez la combinaison, donc vous ne pouvez plus ouvrir. Donc pour ouvrir, il faut refaire votre 1234. Alors, on met les compteurs à zéro. Le coffre-fort, c'est un article de confiance. Vous confiez à un objet des choses que vous voulez garder, vous voulez protéger, si vous voulez. C'est vu comme ça. Donc il fallait que ça soit fabriqué par des gens de confiance. Les gens de confiance, ce sont ces gens du Vimeux, artisans minutieux au savoir-faire unique, le cleftier, le cadenassier. Les clés, les verrous et serrures de toutes époques et en tout genre évoquent ici l'histoire de cet art. Cette vitrine extraordinaire, c'est purement et simplement, disons, l'art du Vimeux, l'art de savoir-faire, l'art de Fressenville, où l'on faisait des cadenas. Et on a la chance ici d'avoir le plus petit cadenas du monde, purement et simplement, cette merveille qui fait, disons, quelques millimètres, fait dans un louis d'or, et ce cadenas fonctionne. De nos jours, c'est encore à la main qu'on ajuste barillet et clé à pompe. On a sacrifié à la modernité, mais l'esprit demeure. 75% de la production de la serrurerie française est toujours fabriquée dans le Vimeux. On en aurait presque oublié Germain Lecomte, gardien d'une tradition bien établie, qui continue pour le plaisir. Vous allez tremper votre porte-plume dans l'encrier, mais pas jusqu'au fond. Voilà. Voilà, parfait. Et maintenant, vous suivez le modèle qu'il y a sur le cahier. J'arrive pas. Je dois mettre la plume dans l'encre et écrire. Je préfère écrire au stylo à billes parce que c'est plus facile. Si on prend beaucoup d'encre, qu'est-ce qu'on fait? Des taches. Des taches ou des pâtés sur le cahier, sur le buvard. Pendant des générations, l'encre a causé bien des soucis aux écoliers. Et pourtant, on l'aime encore. Une entreprise artisanale en fabrique toujours à Chelles, en Seine-et-Marne. La Violette, la plus ancienne, ne remplit plus les encriers de porcelaine, mais des flacons de verre. Cette encre violette est fabriquée depuis Napoléon Ier, on va dire. Elle a été utilisée dans les écoles depuis ce temps-là jusqu'au milieu des années 60. C'était un grand bonheur pour notre entreprise, mais ça a été aussi un petit malheur quand l'éducation nationale a décidé qu'on n'utiliserait plus l'encre violette et la plume. L'encre, c'est essentiellement de l'eau, du colorant, mais il y a des petits trucs. Il faut régler l'encre de façon à ce qu'elle ne s'éparpille pas dans le papier. Il faut qu'elle sèche convenablement. C'est tout un art. Cette entreprise a commencé à fabriquer de l'encre à Paris en 1700. Son fondateur, M. Herbin, faisait déjà de la cire à cacheter. C'était, dit-on, un grand navigateur et il aurait rapporté sa formule de cire en revenant d'un voyage en Inde. 300 ans plus tard, la fabrication continue, mêlant la tradition et la modernité. Certains de nos clients ont pensé très longtemps que l'entreprise était poussiéreuse. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, quand on a une vieille dame comme ça, de lui donner l'éclat de la nouveauté. Aujourd'hui, on fabrique 38 couleurs d'encre différentes, avec des noms très poétiques, comme poussière de lune, encre cacao du Brésil, ambre de Birmanie, vert pré, opéra.
Tout se décide dans le laboratoire. Pour faire une encre, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le plus difficile, c'est de créer la couleur. Parce qu'on peut partir de 1, 2 ou 3 couleurs. L'année dernière, nous avons créé 4 encres. Cette année, nous essayons d'en faire une vert sapin. La couleur dépend du dosage des colorants et c'est souvent une surprise. Alors, on sommes-nous de cette encre vert sapin? J'ai fait des essais, donc vous pouvez regarder. Très bien, vous me faites un échantillon? Les encres et leurs accessoires, plumes, porte-plumes, stylos, encriers, sont vendus dans des papeteries spécialisées ou comme ici, dans des magasins de charme. Là où l'on aime les gestes et les objets du temps passé, dans une atmosphère presque nostalgique. Les gens qui achètent de l'encre chez nous, c'est surtout les amoureux du temps passé, des vieilles choses, parce que ça leur rappelle leur enfance. Et également les petites filles d'environ une dizaine d'années. Ça leur sert à faire leurs cartes pour les anniversaires. Les pleins et les déliés, les belles majuscules, accompagnés du petit grattement de la plume sur le papier. C'est difficile, un peu oublié, mais tellement joli avec les encres de toutes les couleurs, comme un arc-en-ciel. Il y en a même une qui est invisible et surprenante, celle des messages secrets ou des billets doux. Une révélation pour certains enfants. Pour l'instant, tu ne vois rien. Tu vois, Kevin, là, on va faire apparaître l'encre. Regarde. Bon courage pour l'école. Dans cet atelier situé au pied du Vercors, le geste est devenu machinal. En perdre le moins possible, utiliser au mieux la pièce de bois, celle-ci a plus de 400 ans. Le bois d'olivier, c'est un bois précieux. Enfin, c'est le bois qui est le plus... qui convient le mieux pour faire de la cuillère. Georges Desfonds a de la chance. Petit à petit, il a pu transmettre son savoir-faire à Henri, son 4e et dernier fils. Signe des temps, celui-ci est moniteur de ski l'hiver, mais cela ne fait rien. L'essentiel est préservé. Les vieilles machines, c'est vrai qu'elles sont de mon grand-père et depuis elles sont d'origine, les roulements n'ont pas encore été changés. Ça a 80 ans que ça fonctionne. Et puis ça fait toujours plaisir de savoir que son père y a passé toute sa vie dessus et son grand-père aussi. Le modèle qui a le mieux marché, pour dire qu'on en a fait des quantités, c'est un modèle, on a pris ça sur un modèle suédois, qui était en plastique, on l'a fait en bois, et ça marchait beaucoup, beaucoup. Vous savez combien vous avez vendu de cuillères depuis que vous faites ça? Ouh là là, alors là, ça, je ne peux pas vous dire, parce que des montagnes. Des montagnes, oui. Une soixantaine de gabarits fournissaient ainsi couverts et autres spatules, selon les modes et usages de la table. Dans le Royan, des tourneurs produisaient également saladiers et salières. Cette industrie que l'on appelle tabletterie employait ainsi plus de 400 ouvriers dans une trentaine d'entreprises. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 4. Quand ça n'allait pas très fort, quand les débouchés avaient un goût de plastique, on fabriquait alors des galoches en bois ou même des castagnettes pour l'Espagne. C'est comme ça que la maison Desfonds, fondée en 1924, s'est maintenue. Et si aujourd'hui les grossistes mènent la vie dure, si la concurrence est rude avec l'Albanie ou si le prix de l'olivier ne cesse d'augmenter, on continue ici à fabriquer les cuillères une par une. Pour l'olivier, qui est un bois qui est assez cassant, où il y a pas mal de fentes, c'est indispensable, sinon on a énormément de pertes. Cet outil qui creuse si bien le bassin de la cuillère, c'est le grand-père qui l'a conçu avec de vieilles lames de scie et de la soudure d'étain. Tout comme cette varlope, la machine préférée de Georges. J'ai toujours travaillé là-dessus. Personne ne voulait bien... parce qu'on arrive à se couper la cime des doigts. Enfin, je touche du bois toute la journée, alors je ne coupe pas. Et on fait ce qu'on veut avec un outil comme ça. Faire ce qu'on veut, c'est aussi faire de cet objet banal, usuel qu'est la cuillère, une œuvre d'art, pour éviter aussi l'ennui et la routine. C'est assez plaisant de partir d'un morceau de bois et d'arriver vraiment à une cuillère finie. Alors chaque cuillère en plus a sa particularité du fait de l'olivier, avec des veines suivant des formes un petit peu différentes, avec une beauté tout un petit peu particulière. Est-ce que vous pensez que vous allez transmettre ça à vos enfants? Ah ben, le matériel, je ne sais pas s'il tiendra, mais bon, il a tenu jusqu'à présent, donc je pense que ça pourra tenir. Par contre, le transmettre, je sais pas, j'ai 2 filles, donc c'est pas dit. C'est la sciure de bois qui donne cette teinte chaude à l'atelier, magique quand pointent les derniers rayons du soleil. Et lorsqu'il fait trop froid pour sécher les couverts,
avec les chutes de bois, on allume le poêle, qui n'a pas bougé depuis 60 ans. Oui, ça paraît un peu vieillot, ça c'est un peu dépassé. Quand on voit tout ce modernisme, La seule concession de la famille faite au modernisme, ce sont ces tonneaux, qui font un bruit de hocher d'enfant, et dans lesquels des centaines de petits bouts de bois imprégnés de cire d'abeille vont donner au couvert d'olivier cette patine et cette douce élégance. Malheureusement, c'est pratiquement inusable. Inusable comme Georges, qui dessine inlassablement ses cuillères, par devoir, par plaisir, ou parce qu'il l'a toujours fait. Plus ça va, plus je dis, tiens, avant, j'aimais sortir un peu, mais maintenant c'est fini. Eh oui. Les cuillères, toujours. Voici une des fabriques de boutons de nacre qui ont fait la gloire d'un petit village de l'Oise. Car pendant des siècles, Méru vit une période dorée. Elle est véritablement la capitale de la nacre et tous les Méruviens travaillent dans des ateliers prospères. Grâce aux coquillages venus du Pacifique, d'Asie, d'Australie ou du Mexique, la nacre se transforme en bouton et même en œuvre d'art. Objet de religion, carnet de bal ou jumelles de théâtre, pour les grands de ce monde, la nacre était signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, la plupart des fabriques se sont tues. L'une d'entre elles a été restaurée et transformée en écomusée afin de rendre hommage aux anciens et perpétuer la tradition. Réminiscence du passé, une collection fait revivre l'élégance des dames du temps jadis. Depuis le XVIIe siècle, de nombreux ateliers se sont montés, et notamment pour le travail des éventaillistes. On a trouvé de plus en plus des ateliers se sont développés et employaient de nombreuses personnes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, malheureusement, au niveau du travail des éventaillistes, ça n'existe plus. En revanche, il reste quelques ateliers de boutonnerie, quelques-uns donc qui travaillent encore les coquillages nacrés. Mais en fait, ce sont les matières premières plastiques maintenant qui sont principalement utilisées. Outre le plastique, fidèle au passé, Pascal Durand-Rendu travaille aussi la nacre. C'est une matière qui est vivante, c'est une matière qui est belle parce que chaque bouton est unique, chaque bouton n'a pas le même reflet. On est toujours très heureux de fabriquer un bouton en matière naturelle parce que c'est joli, parce que on sait que si le bouton est sur un vêtement, le bouton sera encore aussi joli dans 30 ou 40 ans. Pour moi, j'estime que c'est plus un bouton, c'est un bijou. Un livre de la collection de mon grand-père. Pascal Durand-Rendu est boutonnier comme son père et son grand-père qui lui ont appris le métier. On recherche toujours un nouveau dessin. C'est pas facile à faire un nouveau dessin sur une petite surface comme ça. Bien souvent, on recherche dans les vieux modèles de papa ou de papy. Et puis, on trouve une forme qui est jolie. On va essayer de la reproduire. De nos jours, le bouton de nacre se fait rare. Seules les merceries de luxe ou la haute couture en demandent encore parfois. Dans les années 1900, dans la région de Méru, il restait encore 10 000 boutonniers et 55 fabriques, maintenant en ruine. Les Méruviens ne cachent pas leur nostalgie. La terre résiste aux dents de la fourche. Il fait -10 ce matin dans les Ardennes à Écordal. Le moulin à couleur tourne pourtant, comme tous les jours, depuis 132 ans. Le moulin a été créé en bordure d'un ruisseau, le Fouave, pour avoir la force motrice qui entraînait 5 paires de meules à l'époque, et à proximité d'une forêt pour avoir le combustible pour changer la couleur de la terre par calcination. C'est le seul qui s'est modernisé vers 1950 et c'est le seul qui reste à l'heure actuelle. Il y a eu jusqu'à 18 moulins à couleur dans la région.
tous traitant la terre des carrières voisines, de l'argile mêlée à de l'oxyde de fer, autrement dit de la terre de sienne, oui, même ici dans les Ardennes. C'est un colorant naturel, facile à extraire et à travailler, selon des techniques rigoureusement identiques à celles des siècles passés. L'âge du four, elle a 80 ans. Est-ce que toutes les machines sont vieilles ici? Depuis que j'ai rentré ici il y a 20 ans, j'ai toujours connu ces machines-là. Le four est le centre du moulin, un vieux fourneau de sorcière qui ronfle et fume en calcinant la terre. Dans ses entrailles, 5 tonnes changent de couleur. C'est comme un gros coup de chaleur qui dure 8 heures à 700 degrés. Il faut être passionné pour pouvoir, disons, travailler dans ce métier. On a des contacts pratiquement humains avec le produit qu'on touche et on a toujours tendance à palper. On ne peut pas aimer ce métier-là si on ne touche pas. Quand vous voyez une terre jaune comme ça, vous la chauffez, elle devient rouge. C'est quand même, disons, un peu de la chimie. L'ocre de la terre naturelle a donc pris une couleur profonde. Les blocs calcinés sont réduits en poudre impalpable par une vis sans fin et un broyeur. Les anciennes meules ont disparu. À chaque étape, l'homme est indispensable. Ses muscles, ses mains, mais aussi son regard attentif. On va contrôler l'assiette calcinée pour voir s'il n'y a pas de défaut à l'intérieur, s'il n'y a pas de gros grains, pour éventuellement corriger le broyage. Donc là, ça paraît correct. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On fabrique tout ce qui est sienne naturelle, sienne calcinée, les ombres naturelles, les ombres calcinées. Donc à partir de jaune, rouge et noir, qui sont nos 3 couleurs de base. 85 teintes forment la palette de ce moulin. On les retrouve chez les marchands de couleurs pour artistes, comme ici, à côté de l'école des Beaux-Arts de Paris. Mais les pigments servent aussi pour les cosmétiques ou le bâtiment, pour toutes sortes de produits qui ont besoin de couleurs lumineuses, chaleureuses. C'est un petit miracle de la nature que ces paysages glacés des Ardennes cachent juste sous l'herbe de la terre qui semble gorgée de soleil. Enfin, quelques heures de répit, quelques minutes de douceur, dans un monde sans pitié. Benaise. Benaise. Benaise, c'est une expression charentaise qui veut dire bien aise. C'est du vieux français. Et quand je prends mes charentaises, je me trouve benaise. James Rondineau, roi de la pantoufle, ou plutôt roi d'un bonheur qui ne tient finalement qu'à très peu de choses. À une semelle de feutre par exemple, car l'histoire de la charentaise n'est qu'une lente évolution qui commence sous Louis XIV par un habile assemblage de matériaux de récupération. Récupération pour les semelles des déchets de feutre que l'on utilisait dans les papeteries d'Angoulême. Récupération également des cabandes marins pour confectionner les tiges de laine, à une époque où Colbert développe la marine royale à Rochefort. Cette charentaise à semelle de feutre est encore produite à raison de 1200 paires par jour, selon la méthode traditionnelle du cousu retourné. La charentaise telle que celle-ci, c'est la Bugatti bien sûr des charentaises, c'est un peu mon enfant. Je l'ai ressuscité, c'était un produit qui avait tendance à disparaître par la modernité. Et brusquement, les Français se sont rendus compte que les charentaises, c'était le pied. Derrière le goût de la formule, le don du commerce a permis à James Rondineau de transformer la cordonnerie familiale en un atelier de fabrication. Le temps du feutre dans la galoche était presque terminé. On pouvait aller dehors, dans l'eau, vers le jardin, et lorsqu'on rentrait à la maison, on déposait la galoche à l'entrée de la maison et on se servait de la charentaise pour vaquer à ses occupations à l'intérieur du ménage. La révolution viendra de ces 33 grammes de caoutchouc naturel. Le principe de vulcanisation, inventé par Goodyear, est ainsi appliqué dès 1930 aux pantoufles. Chauffée à 165 degrés pendant 7 minutes dans un moule, la gomme va se transformer en une semelle souple, solide, imperméable. La méthode artisanale peut faire place à une production industrielle. Près de 90% des charentaises sont aujourd'hui vendues avec des semelles de caoutchouc. Le consommateur a gagné en confort, a gagné en prix, et enfin, je crois que ça a apporté un peu plus à l'humanité. Sont passées mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, où sont passées
mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles. Il est loin le temps où les charentaises de Monsieur Rondineau étaient vendues en pharmacie. Aujourd'hui, c'est la grande distribution qui fixe les règles et les prix de revient. Sans compter que la mode est aussi entrée dans les pantoufles. Avec 2 collections par an, ce sont près de 1200 modèles que le bureau de stylisme doit renouveler chaque année pour faire face à la concurrence asiatique. Sont passées mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles. Avec 80 millions de paires consommées par an, les Français, même s'ils ne l'avouent pas, semblent bien attachés à ce confort douillet. Après 3 siècles d'existence, les charentaises ont encore un bel avenir. Quand on met ces charentaises, on se détache de la vie. On change de vitesse, on passe au point mort et on se relaxe. On ne songe plus aux autres.